Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors ce soir, nous sommes très heureux d'échanger avec vous. C'est pour nous une première expérience. Donc je suis persuadé que vous allez être un peu indulgents sur cette première expérience. D'abord, une petite présentation. Je vais laisser parler l'homme du chiffre qui est à côté de moi. Didier, je te laisse le présenter. Oui, merci Olivier. Merci déjà de m'accueillir pour cette première et qu'on puisse la faire ensemble. Et merci à tout le cabinet. Donc, moi, je me présente, Didier Attard, je suis expert comptable. J'ai en plus un DU de gestion de patrimoine et je suis dirigeant de deux sociétés, Perspective Retraite, spécialisée dans la retraite, du relevé de carrière jusqu'à la liquidation en passant par l'optimisation, et bien sûr Perspective Conseil, qui est une activité d'expertise comptable classique avec une particularité, une compétence, une appétence et puis un peu d'expérience sur la partie immobilière, SCI, marchand bien et bien sûr sur le sujet du jour, à savoir la location en meublé. Petite présentation de l'étude. Donc, l'étude existe depuis 360 ans. Nous sommes 3 associés, il y a environ 25 collaborateurs, nous avons différents départements, mais notamment un département de gestion locative. Et à cette occasion, très régulièrement, les clients nous appellent pour nous demander qu'est-ce qu'on fait, mon cher maître, est-ce qu'on fait de la location nue, est-ce qu'on fait de la location meublée, et sur la location meublée, quelles sont les conséquences juridiques, mais également les conséquences fiscales. C'est pour ça que régulièrement, nous travaillons ensemble pour essayer de conseiller au mieux nos clients. Voilà le pourquoi de cette conférence sur la location meublée. Alors le pourquoi, le comment, on va essayer de répondre à ces problématiques. Cette conférence, elle a un petit intérêt. D'abord, elle va être limitée dans le temps. Ça doit durer à peu près 30 minutes. Ensuite, vous pourrez poser quelques questions. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions oralement, eh bien, on essaiera de répondre par écrit après et on sera toujours là. Et je suis persuadé qu'il y aura des petites questions un peu techniques qui mériteront un peu de réflexion, donc on prendra un minute pour répondre dedans, bien sûr. Alors, commençons par le début. Oui. D'accord. Alors, pourquoi faire de la location meublée ? Je crois que le meilleur exemple, c'est prendre un exemple pour bien expliquer. Je prends le cas d'un jeune ingénieur qui a son premier travail, qui va avoir un salaire de 3 ou 3 500, qui vient me voir et qui dit Monsieur, j'ai réalisé une opération immobilière, ou je veux réaliser une opération immobilière, je vais encaisser 1000 de loyer, je vais avoir 1000 de remboursement d'emprunt. Donc, il me dit c'est une opération neutre et c'est extraordinaire. Et moi, je lui explique non, désolé monsieur, si vous le faites en location nue, les 1000 € que vous allez avoir de remboursement ne sont pas déductibles. Vous allez avoir donc une base à 1000 et là-dessus, vous allez être taxé à 50%, ce qui sera sur une tranche à 30 plus les prélèvements sociaux. Et donc, automatiquement, il ne fera pas son opération et il va partir déçu. Donc, il faut que nous, en tant que conseil, on lui trouve des solutions et une des solutions, c'est la location meublée. Voilà pourquoi faire cette opération immobilière. Alors, comment ça marche la location meublée ? Alors, la location meublée, c'est un bon outil fiscal, comme l'a dit Didier, et cet outil fiscal, il est quand même encadré par du juridique. Alors, pour le juridique, il n'y a pas que l'avantage fiscal, les avantages fiscaux que nous allons voir après, il y a aussi les avantages juridiques. Donc, dans la location meublée, vous avez compris qu'il y avait des meubles. Alors, évidemment, il y a des meubles. Bon, alors, ce n'est pas des meubles, c'est pas très compliqué. Il y a une liste de meubles qui est prévue par un décret. Il nous faut une couette, il nous faut un lit, il nous faut évidemment un lit ou plusieurs, parce que si vous louez un appartement meublé avec 10 chambres, il vous faut 10 lits idéalement. Il vous faut le nécessaire de cuisine, la plaque chauffante, les rideaux. Vous voyez, s'il n'y a pas de rideaux derrière nous, on ne pourrait pas louer, parce qu'il nous faut des rideaux dans tous les cas, au moins dans les chambres. Donc, une liste de mobilier, mais ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas un investissement trop compliqué non plus. C'est un bail, et ça, c'est un autre avantage. Il y a un bail, mais dans la location nue, vous êtes obligé de louer au moins, à minima, 3 ans. D'accord ? Avec une durée de 3 ans. Et si vous êtes dans une SCI familiale, c'est encore plus long. Dans une SCI classique, pardon, et pas familiale, c'est au moins 6 ans. Alors que dans le bail meublé, la durée de location est d'1 an maximum. 1 an qui peut être réduit à 9 mois. Si vous louez à un étudiant et qui même peut être réduit encore un peu plus si vous êtes dans un bail mobilité. Donc ça, c'est un avantage, c'est l'un des avantages. Donc une simplicité un peu, une durée un peu raccourcie. Il n'y a pas non plus de droit de préemption dans le cadre d'un bail meublé. Ça, c'est aussi un avantage. Alors que si vous vendez un appartement nu, votre locataire aura un droit de priorité. Ça, c'est un avantage. Okay.
En plus, les loyers peuvent être un peu plus élevés. Vous savez qu'à Paris, on fait quoi? À Paris et ailleurs, dans certaines villes de France, on ne peut pas louer à n'importe quel prix. Eh bien, vous avez la possibilité aussi, si vous êtes en location meublée, de upgrader, d'augmenter un tout petit peu votre loyer, suivant des critères. Et je crois que sur Paris, on est un peu plus entre 10 et 15 euros en plus. Et ça, je ne suis pas spécialiste, mais j'interposerai mon service qui est dédié à ça, pour répondre exactement. Ça, c'est l'un des avantages. Alors après, le bail, il ne faut pas faire n'importe quoi. Évidemment, il faut le faire sur mesure. Alors, si vous êtes juriste, eh bien, tant mieux, vous faites le tout seul, mais attention, les coordonnées sont toujours les moins bien chaussées. Mais il y a recours à des professionnels pour la rédaction du bail. Alors là, c'est le notaire qui parle. Le bail authentique, le bail part devant le notaire, c'est quand même plus fort. C'est plus fort pour recouvrir les loyers, s'il y a des problèmes et tout. Et voilà. D'accord. Ensuite, la gestion au quotidien, soit vous avez l'appétence pour gérer tout ça. C'est vrai que ça demande un peu plus de travail. Parce que si vous êtes en location meublée et que la plateforme ne fonctionne pas, eh bien là, assurément, le locataire va vous appeler en vous disant mais comment ça se fait? Je ne peux plus faire chauffer mon bol de lait dans le micro-ondes. Venez vite me remplacer mon micro-ondes. Ça, c'est un petit inconvénient de la location meublée. Oui, et puis sur cette partie-là aussi, la location meublée entraîne un certain nombre de turnover. Ça tourne, ça tourne tous les ans quasiment, tous les 2 ans. Et donc du coup, ça c'est un petit inconvénient qu'il peut y avoir. Et la seule façon de régler cet inconvénient, c'est de ne pas le gérer, de le donner en gestion à un professionnel. Voilà. Alors, je vais prendre la main sur la partie fiscale et sur les régimes en réalité de fiscalité liés à la location meublée. Alors, je ne parle pas de location meublée non professionnelle. Ce n'est pas le sujet de départ. Le sujet de départ de la location meublée, c'est de savoir si je vais me positionner dans un régime qui est lié au régime micro ou au régime réel. C'est le premier sujet, c'est le plus important. Alors, sur le régime micro, on a quelque chose qui est très simple. On a une déclaration, il suffit de mettre un chiffre du montant des recettes sur la déclaration, un endroit bien spécifié. Donc, pas besoin d'un professionnel, on fait ça tout seul dans notre coin. Et donc, c'est très pratique. Ça a plein d'inconvénients parce que du coup, on n'est pas conseillé. Et il y a plein de situations où on se met dans le régime micro et on n'aurait pas le droit de se mettre dans le régime micro. Donc, même ceux qui font du régime micro, je parle pour ceux qui font même des locations de résidence principale et tout ça, il faut quand même s'assurer qu'on peut être dans ce dispositif, ce qui n'est pas le cas. Je ne vais pas donner trop d'exemples et être trop long sur le sujet, mais il y a des cas. Donc, il faut toujours se préoccuper de savoir si je peux être dans le régime micro. Ce régime micro, une fois que j'ai marqué le montant du loyer, les 1 000 €, j'ai un abattement de 50% qui est un peu supérieur à la location nue, un avantage de plus sur le régime de meublé. Et donc, j'ai cet abattement et j'aurai donc toujours une base d'imposition. Je parlais tout à l'heure de l'ingénieur avec ses 1000 où du coup la location meublée pourrait complètement gommer sa fiscalité. Là, on a quand même encore une fiscalité à 50%, donc c'est pas quand même la panacée. Alors, il faut savoir aussi que sur régime micro, si je ne fais rien et que j'ai moins de 72 000 € de loyer, donc vous voyez 72 000 € de recettes et de loyer dans l'année, vous commencez à avoir un patrimoine très conséquent. Si je ne fais rien, je suis en régime micro obligatoire. Il faut que je fasse une option pour basculer sur le régime dont je vous parlerai après, qui est le régime réel. Et donc, on peut se positionner sur un régime réel sans avoir levé cette option. Et dans ce cas-là, alors qu'on pense faire ça de bonne foi sur le régime réel, eh ben, on ne l'est pas. Et en cas de contrôle de l'administration fiscale, ça nous fait basculer sur le régime micro. Et comme on vient d'expliquer, il n'y a qu'un abattement de 50% et donc des redressements fiscaux éventuels. Donc, il faut, au moment de la création d'activité de location meublée, il faut bien sûr penser à faire une déclaration P0I, une déclaration à l'administration fiscale, comme quoi on va faire une activité de meublé, même si je suis en régime micro. Et une fois que j'ai fait cette option-là, il faut bien remplir le formulaire. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ceinture et bretelles, et on fait en plus la lettre d'option qui nous permet de sécuriser complètement le dossier pour être sûr qu'il n'y ait pas un retour en arrière du régime réel vers le régime micro. Voilà pour les avantages. Alors, bien sûr, on le verra après, si je suis micro, c'est que je n'ai pas l'avantage du réel, donc je n'ai pas l'amortissement, on y reviendra après. Et quand j'ai pris une option
quand je prends une option sur le régime micro et que je décide au bout de 5 ou 10 ans de basculer sur un régime réel, l'avantage de l'amortissement, il est perdu parce que moi, mon amortissement qui va commencer au bout de 10 ans, il va se faire dès le début de l'allocation meublée. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si je change de système, l'amortissement que j'aurais pu faire a été perdu. Il a été perdu, c'est-à-dire que comptablement, je vais être obligé de le passer, mais fiscalement, je vais l'annuler. Donc en réalité, j'aurai une perte de potentialité sur cet amortissement et on va voir que il y a un petit exemple derrière c'est dommage d'avoir perdu ce bénéfice-là. Parce que tout vient de là, un des avantages, le principal avantage de la location meublée, j'aurais dit que je viens un peu sur tes plates-bandes, c'est l'amortissement. L'amortissement qui n'existe pas dans la location nue. C'est vraiment tout ça qui est important. Le revenu foncier ne connaît pas l'amortissement. Alors avant, on avait des systèmes qui pallient un peu ça, on parlait des 14%, mais qui n'existent plus. Ça, en foncier, j'ai même pas connu ça. Moi, un peu. Mais toi, avec ton étude de 360 ans, tu as certainement vécu le sujet. Donc, pas d'amortissement dans le foncier, d'où l'intérêt de pouvoir amortir dans le meublé. Oui, et c'est là tout l'avantage, c'est que quand je fais de la location nue, je suis en revenu foncier. Et donc, le revenu foncier, c'est une catégorie d'impôt avec un mode de comptabilisation des charges, de déduction des charges. Alors que quand je bascule en location meublée, c'est une activité qui est considérée comme commerciale. Donc, je suis bénéfices industriels et commerciaux, comme le pizzaiolo, comme l'artisan, le plombier. Qu'est-ce que font ces gens-là? Le pizzaiolo, il a son camion qu'il amortit. Le plombier, il a sa camionnette qu'il amortit. Et bien, on dit que comme je suis BIC, article 35 du CGI, je suis aussi un commerçant. J'ai donc droit d'amortir mon outil professionnel. Alors, qu'est-ce que je peux passer comme charge? Alors, oui. Déjà, l'amortissement, c'est le gros. On va le voir dans le détail. Mais il y a d'autres frais que l'on peut passer, qu'on ne peut pas passer dans la partie du revenu foncier. C'est notamment déjà les frais d'acquisition. Ah, merci. Ce ne sont pas les frais de notaire, mais beaucoup auraient dit les frais de notaire. Non, ce sont les frais d'acquisition. C'est la même chose à peu près, mais quand même. Disons qu'on les verse au notaire, mais ce n'est pas lui qui les garde. C'est l'État qui va prendre les droits. C'est bien comme ça que je l'avais compris. Ouais, sinon tu ne serais pas là pour en parler, puisque c'est sur projet de 25 mètres au large des Seychelles. Et donc voilà, donc oui, on peut, ces frais d'acquisition sont très intéressants parce qu'on a l'option, comme on est dans un bénéfice industriel et commerciaux et donc on est dans une comptabilité d'entreprise classique, on a une option, c'est-à-dire soit d'étaler, de l'intégrer dans le prix d'acquisition du bien, ces frais d'acquisition, soit de les amortir sur une période de 5 ans, mais surtout on peut les déduire l'année où on fait l'acquisition. Alors que les frais d'acte qu'on estime environ à 7%, dès la première année, je peux les déduire, c'est ce que tu m'expliques. Tout à fait. Et je peux même mettre les frais d'un agent immobilier qui est intervenir pour faire l'acquisition, je peux inclure en plus ces frais-là à l'intérieur des charges. Et donc, cette charge-là, c'est clair que la première année, elle va créer un déficit. Et ce déficit-là va pouvoir me permettre, si j'ai un peu de bénéfices les années suivantes, de venir le gommer sur le déficit, ce qui veut dire que j'aurai. Alors ça, chaque cas doit être étudié de façon bien particulière. Ça veut dire que globalement, je n'ai pas d'impôt à payer. Donc je reviens sur mon ingénieur, toujours au point de départ, 1000, je paye 500 d'impôts. Ben là, ça veut dire que je suis en déficit, donc tu ne payes pas d'impôt. Voilà, il peut même avoir un peu de trésorerie. Et il peut même avoir un petit surplus de trésorerie suivant la qualité de l'investissement qu'il fait, parce que tout ça, bien sûr, reporte sur un seul aspect, c'est la qualité de l'achat immobilier qu'on fait au départ. Et je crois d'ailleurs qu'à ce titre-là, vous avez… on peut aider aussi, on peut accompagner aussi nos clients dans la mise en vente, mais aussi dans l'achat de leur appartement. Oui, ça c'est un autre sujet, mais c'est intéressant de faire des… comment tu appelles ça déjà? Excuse-moi, les ventes à… Un bilan interactif, c'est-à-dire des appels d'offres et tout ça. Mais… D'accord, ok. Enfin, un autre séminaire. On fera un autre webinaire sur le sujet. Si tu m'invites. Et donc voilà, les avantages. Alors l'amortissement, donc on en a parlé, et donc le principe de l'amortissement, très rapidement, globalement on ne peut pas amortir, j'achète 100, je ne peux pas amortir 100, j'ai une part de terrain, donc je perds déjà 30%, je ne peux pas amortir, et après sur le reste, il y a des durées d'amortissement qui sont plus ou moins longues sur le sujet. C'est assez compliqué pour ne pas le faire tout seul. Voilà. C'est impossible. C'est impossible si on n'est pas un professionnel. Voilà, tout à fait. Et en plus de ça, il y a des conséquences fiscales sur l'amortissement et le retraitement fiscal. Le retraitement fiscal est très compliqué parce qu'il y a
quand on arrive sur l'amortissement crée du déficit, en réalité, il ne peut pas créer du déficit, l'amortissement. Donc, on limite à 0 et on stocke l'amortissement dans une case à vie. C'est-à-dire que même si on peut l'utiliser 40 ans après, ça ne pose pas de problème, il est là. Alors qu'un déficit, dans le cadre de l'activité, un déficit qui est remonté sur une activité, alors là, je vais parler de la location meublée non professionnelle, lui, il est sur 10 ans. Donc, encore un intérêt de l'amortissement, c'est que lui, je peux l'avoir sur 40 ans. Donc, c'est un point bien intéressant. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le régime réel? Voilà, les points d'attention. Le régime social, un petit peu. Oui, le régime social. Alors là, on en reparlera peut-être un peu plus longuement sur le régime social lorsqu'on parlera du statut de loueur en meublé non professionnel et loueur en meublé professionnel. On abordera ce point-là parce que c'est surtout sur ce régime-là et la SARL qu'on a le régime social. Bon, voilà. Oui, donc voilà. Ce que je vous ai dit rapidement, avec l'exemple de l'ingénieur, là, il y a un petit plan de détail. Donc, un appartement, voilà, avec une acquisition à 200 000. On a les fameux frais notaires, avocats, droits d'enregistrement, frais d'agence, donc il y en a pour 25 000. On a un crédit sur une période, à des taux qui sont donnés, on a une mensualité. Donc là, on voit bien, on a le comparatif sur les deux aspects. Donc ça, on voit le loyer à 9 000 d'un côté, donc on est en location nue, ce que je disais sur les revenus fonciers. On a les dépenses pour 1000, on a une taxe foncière, on a l'assurance. On a les intérêts de l'emprunt, mais pas la part de remboursement de capital qui n'est pas déductible. J'ai 9 000, j'ai 4 000, j'ai donc 5 000 € de résultat fiscal. Je paye un impôt là-dessus à ma tranche marginale d'imposition. Attention, c'est pareil, c'est quelque chose là, sur lequel on fait beaucoup de pédagogie auprès de nos clients. C'est que souvent, ils regardent en bas de la déclaration, ils voient un taux à 21%, ils pensent que c'est leur taux d'imposition dès qu'ils ont un revenu complémentaire. Ce n'est pas comme ça qu'il faut calculer. Ça, c'est le taux moyen. Ça, c'est le taux moyen, effectivement. Mais ce n'est pas le taux moyen quand on est en réflexion sur l'immobilier. Parce que son salaire, c'est son salaire. Le salaire de son épouse, c'est le salaire de son épouse. Et donc ça, c'est des revenus qui permettent d'arriver à une certaine tranche. Pour un couple, c'est très rapide, puisque c'est 56 000 €. Dès que je suis à 56 000 €, je suis sur tout revenu complémentaire. Et quand je fais du mobilier, c'est du revenu complémentaire, vient se rajouter au-dessus de ce revenu-là. Donc, il est sur une tranche à 30, voire 41. Et donc, là-dessus, j'ai mes 30, plus les 17,2 qui me donnent mes 50% dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, les gens qui ont un peu de patrimoine, on est très vite sur du 60, 65, et je ne parle pas de l'IFI. Donc, on a un impôt qui est confiscatoire quand on est sur du revenu foncier, puisqu'on peut avoir des taux avec l'IFI qui montent à 70, 75, 80%. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas regarder ce qui est marqué sur la feuille d'imposition qui parle de TMI, taux moyen d'imposition. Et ce qu'il faut regarder, c'est le taux marginal d'imposition. Tout à fait. C'est lui qui est important. Donc là, dans l'exemple, j'ai pris le cas, je suis resté sur l'ingénieur avec un taux à 30, avec les 17,2, ça fait 50%. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Cette opération-là m'oblige à décaisser 2 400 €. Et à côté de ça, j'ai la location meublée où j'ai les mêmes charges, mais j'ai les honoraires de l'expert comptable qui viennent en plus, parce que là, je suis obligé d'avoir un professionnel. Ce n'est pas qu'un coût, les honoraires de l'expert comptable. Tout ce que je suis en train de vous expliquer, savoir si vous pouvez être en micro, c'est du conseil aussi, c'est la capacité d'éclairer, c'est travailler avec un notaire derrière en disant, tiens, là, il y a quelque chose certainement à faire, pourquoi pas basculer dans une SARL, ce dont on parlera un peu plus tard. Et donc, il y a aussi tout cet éveil. On ne fait pas de l'imputation comptable lorsque nous, on gère les locations meublées. On s'assure que le dispositif de la location meublée reste dans la location meublée et qu'on n'est pas dans des zones de risque, parce que la location meublée est très intéressante, comme on le voit, mais c'est surtout un régime qui est très complexe et qui est hyper piégeux. On en prend sur ce sujet-là depuis 15 ans. À chaque fois que j'ai un nouveau dossier, j'apprends sur le dossier. Chaque cas est un cas particulier. Donc là, on voit, on a du coup un déficit de 11 000 pour 9 000. Du coup, on a 0, on ne paye pas d'impôt. Alors, on a un coût net pour la partie des honoraires, parce qu'on peut déduire une partie des honoraires de l'expert comptable. Et au final, on a décaissé 400. On a décaissé 400 au lieu de décaisser 2400 et on a un gain de 2 000 € sur l'opération, plus des déficits. Parce que vous voyez, 11 000, 9 000, j'ai stocké 2 000 € de déficit pour mes revenus futurs. Très bien. Elle est pas belle, la vie? C'est une vraie pépite. La location meublée est une vraie pépite. Alors, pourquoi? Comment ça fonctionne? Je crois que, pour résumer, on a deux systèmes, le loueur meublé professionnel et le loueur meublé
non professionnel. Alors, je te laisse parler un peu plus du professionnel, et moi je parlerai du non professionnel un peu plus, mais c'est toi qui en as encore. Oui, alors déjà, savoir comment se fait la différence. Sur la partie impôt sur le revenu, sur la partie FI, c'est une autre façon de déterminer et on ne va pas s'éterniser sur la partie FI, on en fera peut-être un autre sujet. Si vous avez des questions, on restera ou en direct ou après, on pourra vous répondre sur cette partie-là. Donc, vous voyez là les critères, il faut dépasser les 23 000 et deuxième chose, il faut que ces 23 000 soient supérieurs à 50% de vos revenus d'activité pour basculer en réalité dans une activité de professionnel. C'est cumulatif. On est cumulatif, tout à fait. Et donc, du coup, voilà. Et donc, si on est dans ces critères, soit on est loueur en meublé non professionnel, soit on bascule en loueur en meublé professionnel. Non professionnel, professionnel. Exactement. Et alors, ce qui est dangereux, c'est que dans ta situation personnelle, de temps en temps, elle peut changer et ça peut te faire basculer d'un système à l'autre. Et oui, comme on le voit au-dessus, c'est un statut annuel. Donc, tous les ans, il faut rabattre les cartes. Ce qui veut dire que si un jour je pars à la retraite et que j'ai des appartements en location meublée, je peux peut-être basculer ce jour-là. Oui, ou tu pars à la retraite, tu étais cadre supérieur, ou tu étais notaire. Tiens, on va prendre un exemple. Avec beaucoup de revenus, peut-être. Voilà, beaucoup de revenus peut-être. Et donc, du coup, en partant à la retraite, on sait bien que les notaires gèrent assez mal leurs fonds, contrairement aux experts comptables. Et donc, du coup, ils ont une rentabilité qui est moins bonne, ils ont des retraites qui sont plus petites, beaucoup plus petites que les experts comptables. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te retrouver avec une baisse de revenus, mais comme tu t'étais écouté et tu écoutais ton expert comptable, tu as investi dans la location meublée. Et là, tu bascules sur les critères de départ, tu bascules sur ces critères-là, et sans le savoir, mais toi, tu le sais, tu bascules en réalité de loueur en meublé non professionnel à loueur en meublé professionnel, avec tous les impacts que ça peut avoir. Quand je disais tout à l'heure que c'est important d'avoir un expert comptable, c'est que nous, on est dans l'anticipation de ces choses-là. On surveille ces éléments-là pour que justement, on évite de se retrouver dans une situation de rupture. Mais on est le cas sur la retraite, et c'est le cas aussi d'un cadre sup qui se retrouve licencié et qui, du coup, a une indemnité qui est plafonnée à 6 000 alors qu'il était à 150 000 euros de revenus et qui bascule du jour au lendemain de loueur en meublé professionnel. Voilà. Est-ce que des fois, ça peut être bien de basculer sur notre régime, mais des fois, ça peut ne pas être. Ce qu'il faut, c'est d'être averti et en avoir conscience. Voilà. Alors, sur le passage aussi, loueur en meublé non professionnel et loueur en meublé professionnel, il y a les cotisations sociales, ce que je disais tout à l'heure, et c'est là que se fait la différence. Sur les cotisations sociales, il faut savoir que de toute manière, tous les revenus, alors il faut avoir déjà des revenus, puisqu'on vous explique depuis tout à l'heure que quand on est sur une activité de loueur en meublé, grâce aux amortissements et aux différents aspects, on est plutôt dans un ordre déficitaire. Ça veut dire que globalement, mettre des cotisations, quelles qu'elles soient, sur un montant à zéro, ça ne fait jamais mal. Mais si j'ai du résultat, je vais être soumis aux cotisations sociales. Et là, il y a deux principes. Loueur en meublé non professionnel, c'est le revenu exactement comme les revenus fonciers, c'est-à-dire que je vais avoir du 17,2 de prélèvements sociaux en déclaration. Et quand je suis en loueur en meublé professionnel, on est considéré comme une activité professionnelle. Et là, on a tout le plaisir du RSI, qui ne s'appelle plus RSI, qui s'appelle SSI, mais qui ne s'appelle pas SSI, puisqu'il est géré par l'URSSAF. Et là, on rentre dans un champ que nous, on aime beaucoup, parce qu'on a l'habitude de le gérer, mais on l'aime beaucoup parce qu'on a l'habitude de le gérer. Je te le laisse. Oui. Et donc voilà, on a ce régime-là. Alors, et en plus de ça, quand on est en loueur en meublé professionnel, on a une cotisation minimale qui est à peu près de 1 000 €. Donc on paye tous les ans, qui est une charge, et qu'on n'a pas en loueur en meublé non professionnel. Même si on est bénéficiaire, on paye de toute manière 1 000 € en loueur en meublé professionnel. Okay. Alors, là, deux systèmes, on a deux petits tableaux. Vous avez vu qu'il y a un tableau loueur meublé professionnel, c'est la colonne de gauche, et je ne me trompe pas, la colonne de droite, le loueur en meublé non professionnel. À chaque fois, on sera dans des BIC professionnels ou non professionnels, avec un système d'imputation un petit peu différent en fonction des deux régimes. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais un peu vite parce qu'on a déjà pris du retard, et puis vous aurez toujours ce tableau-là, et vous pourrez toujours nous appeler. Donc, deux colonnes, gauche, droite, d'accord. Et moi, je parle un petit peu plus de la location meublée non professionnelle. C'est imputable, donc les déficits sont imputables uniquement sur les catégories, sur le même système d'activité du côté du loueur meublé non professionnel, ce qui n'est pas le cas pour le loueur meublé professionnel, parce que lui, c'est imputable sur son revenu global. Tout à fait. C'est un professionnel, donc ça s'impute sur son revenu global. Ensuite, vous avez concernant les plus-values deux systèmes complètement différents. Pour le particulier, c'est très simple, c'est la plus-value des particuliers, que je maîtrise à peu près bien. Ça tombe bien, c'est-à-dire exonération. Une plus-value
jusqu'à 22 ans. Attention, les prélèvements sociaux, c'est 30 ans. D'accord. On a encore beaucoup de clients qui pensent être exonérés de plus-value au-delà de 22 ans. Ils ont raison, ils ont entendu le message. C'était 22 ans, sauf que les prélèvements sociaux, ça fait mal, et ça fait mal pendant 30 ans. Donc on est complètement exonéré de plus-value et de prélèvements sociaux qu'au bout de 30 ans. Ça, c'est une chose. Alors que pour la plus-value des professionnels, c'est complètement différent. Il y a une plus-value court terme, long terme, de l'amortissement. Il y a des cas d'exonération avec le 151 7 pièces. On va vous donner quelques articles du Code civil pour vous dire que le Code civil, pardon, le Code général des impôts, pour vous dire que rien n'est simple. Et puis, on est même dans le 7 pièces B pour d'autres exonérations, c'est-à-dire 10 ans, au bout de 5 ans, 10 ans. Oui, voilà, au bout de 15 ans, on est exonéré. Voilà, on ne va pas rentrer trop dans le détail sur ces dispositifs-là, mais il faut savoir que sur les deux, c'est vraiment le régime de la TVA et de la plus-value. Et là-dessus, chaque situation, des fois, quelqu'un qui a son bien déjà depuis 30 ans, c'est bien qu'ils soient en loi en meublé non professionnel. Parce que s'il a plus de 100 000 de revenus et qu'il bascule en loi en meublé professionnel, dans un cas, il était exonéré, dans l'autre cas, il ne sera plus exonéré. Donc, il faut faire attention à ces bascules et il faut suivre. Donc, ce n'est pas que l'un est meilleur que l'autre, c'est que chaque cas nécessite une analyse précise pour savoir ce qui peut être bien. Et là, on a deux beaux dispositifs d'exonération qui sont deux éléments qui viennent conforter la pépite fiscale. Et sur l'IFI, aussi de réglementation particulière, il n'y a rien d'extraordinaire. On n'est pas exonéré. Lorsqu'on est des professionnels, ça rentre dans votre IFI. Non professionnels, ça rentre dans votre IFI. Par contre, on peut l'être sous certaines conditions, mais ce ne sera pas le cas de ce soir, l'IFI et l'allocation de vie. Oui, tout à fait, parce que c'est très particulier, c'est un peu... C'est beaucoup commenté, donc on ne va pas rentrer sur le sujet. Oui, alors, est-ce que je suis en entreprise individuelle ou est-ce qu'il faut que je bascule dans une société lorsque je décide d'avoir cette activité-là? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne question. On peut donc avoir une activité de loueur meublé en direct, d'accord, avec des avantages et des inconvénients, mais on peut aussi organiser tout ça. Parce que la transmission d'un bien loué, d'accord, en meublé a des conséquences, notamment en termes d'amortissement. Donc, pour essayer d'organiser sa transmission, on vous dit toujours qu'il faut anticiper dans la vie, il faut anticiper la transmission. On peut organiser cette location de meublé, la location meublée, dans le cadre de sociétés, différentes sociétés qui nous sont offertes. Alors, attention, pas de location meublée dans une SCI, d'accord, Société civile immobilière, activité civile. La location meublée, elle est commerciale. Donc, méfiez-vous de ça. Méfiez-vous aussi, j'en profite, que la SCI qui détient la résidence secondaire sur la Côte d'Azur et qui loue 2 mois par an, on va gagner de l'argent. Gagner de l'argent pour payer la taxe foncière. Ouais. Pas vu, pas pris, ça peut fonctionner. Si vous êtes pris, ça veut dire que 100% des revenus sont générés par une location meublée et votre SCI peut être redressée, et vous-même aussi, parce que vous avez fait une activité commerciale, vous allez passer à l'IS. Donc, passage à l'IS, donc changement de régime fiscal, imposition des plus-values latentes, et ainsi de suite, c'est une catastrophe fiscale. Donc, voilà, ça, c'est pour dire pas de SCI, sauf s'il y a des l'IS éventuellement, pas de SCI pour faire de la location meublée. On est d'accord. Vous avez différentes. Il y a d'autres sociétés qui peuvent faire de la location meublée. Celle qui va nous intéresser particulièrement, c'est la SARL, notamment la SARL de famille. Pourquoi? Parce que la SARL de famille peut rester à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Et quand je suis gérant d'une SARL de famille, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être donner des parts à mes enfants, anticiper la transmission, garder l'usufruit des parts. Comme je suis jeune, vous l'avez compris, si je suis dans la quarantaine, c'était le cas il y a quelques années, mais plus maintenant. Mon usufruit vaut quelque chose, je vais le garder, je vais pouvoir transmettre la nue propriété à mes enfants. Alors attention, SARL de famille, c'est une famille. D'accord? Donc une famille, c'est avec des descendants ou des collatéraux jusqu'au 2e degré. Et je vais pouvoir transmettre la nue propriété et continuer à amortir. Ça ne va rien changer à ma déduction fiscale. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je vais pouvoir dissocier pouvoir et propriété et garder le pouvoir très longtemps. Voilà. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que je donne, mais je garde le pouvoir et l'argent. Je garde le pouvoir et l'argent si je garde l'usufruit. Et après, si je veux un jour donner de l'argent à mes enfants, alors là, il faut qu'on l'organise. Et c'est notamment la rédaction du statut, l'affectation des résultats qui nous permettra éventuellement, en cas de vente, de donner de l'argent à mes enfants ou pas,
si vous le souhaitez. Oui, parce qu'une des règles du droit civil, c'est donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Or là, ça vous permet de donner tout en gardant en réalité une attitude. Les enfants ne pourront pas faire ce qu'ils veulent sur la société, c'est toi qui décides. C'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. Enfin, Et donc, voilà. Et donc, du coup, c'est pas voilà, il y a une transmission pour préparer, mais le message que moi, parce que c'est vraiment un point important, c'est qu'en réalité, on garde tous les pouvoirs et à la limite sur la structure, et donc on fait ce qu'on veut et on ne donne pas d'argent forcément tout de suite aux enfants. On prépare juste un allongement de nos frais de succession à terme. Et l'allocation meublée aussi a un avantage, c'est que c'est souvent un produit qui permet de préparer la retraite. Donc on arrive à la retraite, on a l'allocation meublée, et c'est souvent un produit qui arrive derrière à terme dans le patrimoine des enfants. Si on l'a préparé très tôt, ben on a notre retraite, on a nos revenus, et à la fin, les enfants ne payent pas trop de succession, donc c'est une fois de plus une vraie pépite. et si on vend, comme on est à l'IA, on n'a pas trop de problème là-dessus non plus. Non. On a des problèmes de plus-value qui sont assez classiques là-dessus. Comme on a vu tout à l'heure. Alors attention, des statuts, effectivement, vous pouvez en trouver sur Internet. Moi, je vous encourage à aller voir un expert comptable et aussi un notaire. Non, surtout au notaire, parce que justement, ces clauses d'attribution et tout ça, c'est vraiment, dans une SRL, quand j'ai le fameux pizzaiolo, c'est assez facile, on peut le faire. Par contre, des statuts, moi, je ne les fais pas. Voilà, je le sais. Voilà. Et c'est vraiment des statuts qu'il ne faut pas, si j'ai un message à faire passer, c'est vraiment des statuts qu'il ne faut pas faire seul et qu'il faut, bon, avec certains experts comptables qui maîtrisent les choses, mais qu'il faut, le mieux, c'est de le préparer avec un notaire. Tenue d'assemblée, donc tous les ans, vous allez voir votre expert comptable, notamment pour l'affectation des résultats. Ça, c'est important. Comme ça, c'est la chance des experts comptables, c'est qu'ils voient leurs clients tous les ans. Donc, ils peuvent les conseiller tous les ans en fonction de l'évolution de la législation. Et comme ça change très, très, très souvent en France, se voir tous les ans, c'est pas plus mal. Oui. Alors, là, on vous met, pendant les questions, on va vous mettre le petit tableau, si vous voulez le lire. Vous verrez qu'on pourra vous l'adresser après avec une comparaison, un tableau qui va vous comparer l'allocation nue avec l'allocation meublée, les avantages, les inconvénients. Bon, il y a toujours des avantages et des inconvénients, vous pourrez le dire. On va peut-être pouvoir commencer les questions. Vous voulez les projeter là? Alors, Quentin nous demande sur les projets, peut-être que Quentin, vous pouvez nous les lire, on va voir. Alors, la première, c'était est-ce qu'il vaut mieux acheter cash ou à crédit un appartement pour faire de la location meublée? Bon, alors ces temps-ci, moi j'ai mon avis. Hein. Vas-y, Vous pouvez donner la question. Reformuler là pour. Alors la question est la suivante, c'est faut-il avoir recours à l'emprunt pour acheter de l'immobilier ou faut-il payer cash sur cet immobilier? Bon, moi aujourd'hui, avec des taux d'intérêt aussi bas, il faut profiter de l'effet de levier de l'emprunt. Tout à fait. L'immobilier, c'est le seul domaine où on vous prête pour investir. D'accord? Donc même si vous avez l'argent, ayez recours à l'emprunt. D'autant plus qu'en termes d'IFI, c'est pas plus mal. Je crois que ça baisse un peu la tout ça. Donc oui, là on a un avis. Ah oui, tout à fait partagé. Quand Partagé. j'ai un taux à 1,5 et que je peux avoir une rentabilité à 4, 4,5, 5, avec ça, la rentabilité immédiate, avec une fiscalité qui est réduite et en plus de ça, une plus-value potentielle sur la valeur de l'immobilier, ne pas le faire quand on a la capacité de lever de l'emprunt. Voilà. La vraie question, elle est là. Ben donc voilà, il n'y a pas de banquier dans cette salle. Voilà. Derrière, mais oui, il faut lever. Mais s'il y a des banquiers derrière cette salle et qui veulent prêter à des clients qu'on a et qui n'ont pas la possibilité de lever des fonds, vous êtes les bienvenus. Alors, quid des amortissements à la fin en cas de cession? Qu'est-ce que deviennent les amortissements qui ont été placés? Bah, écoutez, si j'ai des stocks d'amortissement et que le bien est sorti, il faut que j'annule les amortissements, ils sont perdus. Ils ne peuvent pas. Alors, par contre, si je suis dans une SARL ou même dans une entreprise individuelle avec plusieurs biens immobiliers à l'intérieur, que je vends un bien et que j'avais un stock d'amortissement, c'est pareil. Il y a une réglementation qui est assez complexe et tout ça, qui dit qu'on doit supprimer l'amortissement qui était lié au bien qui est sorti. Donc, je ne peux pas garder l'intégralité du stock, il faut que j'aille retraiter une partie de ce stock-là. Donc, il faut que j'ai des historiques pour pouvoir retraiter ce stock-là. C'est pareil, c'est des choses qui sont très techniques. Je ne suis pas convaincu que les centres des impôts comprennent bien tout ça, mais ça existe. Alors, ce qui est important, c'est qu'en LMNP, j'ai beau avoir amorti, lorsque je vais céder, je bénéficie quand même de la plus-value des particuliers.
Et je ne reprends pas pour le calcul de ma plus-value les amortissements que j'ai passés. Tant que je suis en plus-value des particuliers, vous avez raison, on revient pas là-dessus. Oui, tout à fait. C'est l'avantage du régime, c'est qu'on peut amortir et bénéficier de l'amortissement sans avoir de reprise lorsqu'on est sur le régime ensuite du loueur meublé non professionnel avec le régime de la plus-value des particuliers. Alors, autre question, qu'est-ce que vous pensez du fait d'apporter des biens immobiliers déjà présents dans le patrimoine d'une personne physique à une SCIS ou à une SARL? Alors, je reformule la question. Qu'est-ce que vous pensez d'apporter des biens immobiliers qui existent déjà dans le patrimoine d'une personne physique à une SCI ALIS ou une SARL, j'imagine, ALIS? Avantage inconvénient, dès que je bouge en France, normalement, il y a des impôts. Alors, la première question, c'est de se dire l'apport pour constituer une société, pour faire une augmentation de capital, va générer d'abord un impôt du côté de l'apporteur, un impôt de plus-value. Donc, première question, est-ce que je paye de la plus-value? Est-ce que ça fait déjà 30 ans que le bien est dans mon patrimoine ou pas? Voilà, ça c'est la première question. Après, la deuxième question, c'est quels sont les droits d'enregistrement. Donc, si j'ai des droits d'enregistrement réduits, si je conserve le bien suffisamment longtemps, mais attention, ça génère de l'impôt. Et si je veux commencer à faire de l'amortissement, bah oui, ça peut être intéressant d'apporter à une société dans laquelle il y aura mes enfants. Alors attention, si mes enfants n'ont rien et que je suis seul à apporter, j'aurai 99, j'aurai 100% d'épargne au moins, d'où l'intérêt peut-être de leur donner avant un peu d'argent ou de revendre une SARL de famille ou une SARL ALIS pour générer du cash ou des comptes courants. Enfin, il y a un petit montage à faire. Oui, et dans la pratique, c'est pas trop ce que l'on voit. C'est quand même, on fait tourner les effets de levier, et souvent c'est plutôt une vente qui est faite d'une société d'un bien que l'on détient vers une société dans laquelle on va en plus organiser une succession à terme avec les démembrements dont on vous a parlé à l'instant, qui vont permettre de préparer. Et au moment justement de la sortie, de la vente de ce bien, qui peut-être ils ont plus de 20 ans, on bénéficie d'une entrée d'argent avec une fiscalité qui peut être proche de zéro, sachant qu'on a bien vu tout à l'heure que la fiscalité directe sur les revenus fonciers, elle peut être taxée à plus de 60%. Donc, c'est intéressant aussi de faire tourner les actifs, sauf que là, c'est pareil, il faut éviter les abus de droit. Et pour éviter les abus de droit, il y a un certain nombre de règles à respecter qui sont piégeuses, il y a de la réglementation, et donc il faut faire ça dans les clous avant de commencer à se vendre à soi-même une société sans les enfants, en ayant démembré tout ça. Attention, l'administration fiscale est très regardante sur ces sujets-là, mais ça, c'est des choses que l'on sait bien et on a nos garde-fous sur les différentes opérations. Alors, après une période de location nue, est-ce que j'ai intérêt et quels sont les avantages à passer en location meublée? Je reformule la question pour que tout le monde l'ait bien entendu. Après une période de location nue, quels sont les avantages, quel pourrait être l'intérêt de passer en location meublée? C'est de la comptabilité, tout ça. Oui, c'est de la fiscalité surtout. Alors l'intérêt, il est celui qu'on a décrit tout à l'heure. Je suis en location nue, j'ai une taxation 50, 60 ou plus, et je passe en location meublée et j'évite la taxation parce que sur le bien. Donc l'avantage, il est indéniable. Le problème, c'est les conséquences de cet acte. C'est là-dessus le point négatif qu'il faut regarder, c'est les conséquences du passage d'une location nue à une location meublée. Voilà, et là, on en a parlé tout à l'heure, c'est dans quel dispositif on le fait à travers une société. Il y a déjà les droits d'enregistrement, on va dire les frais unitaires, 7%, donc c'est un coût. Et puis après, il faudra regarder aussi au niveau des dispositifs d'amortissement, comment on gère la suite sur les amortissements, parce qu'il y a une règle aussi là-dessus qui est, désolé de ne pas donner de réponse claire, mais suivant les situations, il y a de la jurisprudence, et la jurisprudence en fonction des situations qui se sont présentées, a pu trancher d'une façon d'un côté ou de l'autre sur des situations qui peuvent paraître pour chaque personne assez similaires, n'ont pas forcément les résultats, et notamment sur la partie d'amortissement. La question c'est est-ce que je peux amortir ou pas tout, ou est-ce que j'ai perdu une partie de l'amortissement? Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure sur le régime micro, est-ce que j'ai perdu tout l'amortissement que je n'ai pas fait avant, ou est-ce que je peux repartir sur une valeur au jour où je fais la mutation complète? Et là-dessus, normalement, oui, mais il y a débat avec un peu de jurisprudence. Désolé de ne pas être plus clair, il faudra venir nous voir pour étudier votre cas. La question est bonne. Oui, mais la question est pertinente, ouais. C'est un des gros avantages. Le mieux, c'est de revendre.
C'est clair, on paye les 7%, mais ça a des avantages. Alors, est-ce que j'ai une durée minimum de location dans l'année pour avoir le statut de loueur en meublé? Pour moi, il y a. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de durée minimum. Par contre, n'utilisez pas le reste du temps le bien à votre. Pour vous. Oui. Ça, c'est certain. On peut avoir une durée de. Alors, je pense qu'on peut avoir une durée de latence, maintenant laquelle. À partir du moment où j'ai un premier contrat, à partir du moment où j'ai une première location meublée, que j'ai fait une déclaration, que j'ai un premier bail meublé, je suis dans une activité de meublé, donc les loyers qui tombent. Donc, non, je pense qu'il n'y a pas de durée précise. Il faut avoir fait. On ne parle pas du saisonnier, là. Hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord, hein, on n'est pas sur la location saisonnière. Juste, on n'en a pas parlé du tout de la location saisonnière, c'est pareil. On aurait pu le dire dans l'introduction. Ouais. Oui, parce que la location saisonnière, voilà, on l'a exclue. Il faut faire attention, elle est très réglementée, encore plus. Et n'oubliez pas que toutes les plateformes Airbnb et compagnie ont l'obligation depuis le 1er octobre 2020 de faire une déclaration en mairie des personnes qui sont en location meublée pour la perception, bien sûr, de la taxe de séjour, mais surtout pour aller, ça permet d'avoir une liste de personnes qui susceptiblement peuvent payer entre 25 et 50 000 euros lorsqu'ils ne respectent pas certains critères. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est plusieurs millions d'euros par an qui rentrent dans les caisses de la mairie de Paris. Mais bon, d'un autre côté, on sait que la mairie de Paris gère tellement bien notre argent que ce n'est pas grave, ça améliore la qualité de Paris. Excusez-moi de faire deux doigts de politique. Alors, les élections arrivent. Est-ce que les conditions et les avantages des locations meublées risquent de changer? Je peux y aller? Ah, j'aime bien cette question. Je l'aime bien, excuse-moi, Olivier. C'est le gros avantage, c'est que la location meublée n'est pas un régime, n'est pas issu d'une loi de finances. La location meublée, son point fort, comme on vous l'a dit, c'est de l'amortissement. Et on est dans le régime des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, comme le pizzaïeur, comme le plombier. Et donc, au pizzaïeur, on ne va pas lui dire tu ne peux plus amortir ton camion, et au plombier, ta dépanneuse. Donc, automatiquement, le loueur meublé, pourquoi on lui dirait tu ne peux pas déduire ton amortissement? Donc, pour moi, c'est de la comptabilité qui a un impact fiscal. Et si on change ça, il y a une rupture de l'égalité devant les citoyens. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça peut arriver, mais je pense que c'est un dispositif qui est stable. Je pense que c'est une des forces, c'est une pépite qui a une vraie stabilité dans la durée, contrairement, par exemple, à un CELIE, enfin les dispositifs fiscaux, on a vu, on en a eu à peu près 15 en 30 ans, à chaque président son dispositif, ou à chaque ministre sa Normandie, CELIE, Borloo, les gens passent. On pourrait jouer peut-être sur les micros, les taux de micro 50%, 50%. Oui, ces aspects-là, sur certains éléments de la plus-value, mais sur le principe de l'amortissement qui est gros avantage, moi, je crois pas et je pense que cette stabilité est un vrai plus. Alors, pour respecter l'heure, oui. Je vais proposer à Quentin de nous poser la dernière question. Et Quentin est en train de faire la dernière sélection. Mais ceci dit, on répondra à toutes les autres questions, certainement par écrit. Encore beaucoup. Alors, si j'ai 20 000 euros de revenus de location meublée et 20 000 euros de revenus de location nue, pour l'appréciation du seuil de 23 000, est-ce que je prends en compte uniquement les revenus de location meublée ou aussi les revenus de location nue? Non, que le meublé. Et d'ailleurs, la part des revenus du foyer, on ne prend pas les revenus de la location nue, on prend les revenus liés à l'activité professionnelle. Madame travaille, monsieur travaille, on prend ces deux revenus. Et on ne prend pas les revenus fonciers ou les revenus mobiliers. Hein. Si j'ai des actions que je prends de la plus-value ou des dividendes, ça ne rentre pas en compte. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Très bien. Et alors, on vous propose de faire un prochain webinaire sur la SRL de famille ou la SI pour transmettre à ses enfants. Bonne idée. C'est retenu. Écoutez, on va vous remercier pour cette bonne idée de prochain thème. On va vous remercier de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions. Je tiens à remercier également Quentin qui nous a aidé à fortement participer à l'organisation de cette première webconférence. Puis il faut dire, c'est aussi notre technicien, c'est-à-dire que nous, quand on a nos limites, et Quentin est là pour les combler. Voilà, et il est très très fort en conseil patrimonial et sur la location meublée et sur plein d'autres choses. Il va continuer à nous aider pour les prochaines conférences que nous allons organiser pour vous. Oui. Merci à tous. Bonne soirée.
Ah, ça a Allez, on termine la technique en disant au revoir. Allez, j'arrive. Et ben voilà. Allez, hop. Ah oui.